En France, on compte plus de 100 whiskies produits localement et pourtant, combien arrivent vraiment à s'imposer durablement dans les rayons des cavistes ? Créer un bon jus, c'est une chose. Créer une marque que les cavistes réclament et les consommateurs achètent, c'est un tout autre défi. Alors, comment on passe d'une distillerie familiale de cognac à une marque de whisky français qui cartonne chez les cavistes ? Bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié au branding et au marketing des marques de boissons, bières, vins et spiritueux. Je suis Ludovic Mornan. Cet épisode est sponsorisé par mon agence Studio Blackthorns, spécialisée en identité de marque et packaging pour la filière boisson. Si vous aussi, vous voulez sponsoriser l'émission et toucher les décideurs de votre filière, envoyez-moi un mail à contact@superpotion.fr. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Tessandier, fondateur de la distillerie Tessandier, une maison familiale installée en Charente depuis 4 générations. On va décortiquer ensemble le parcours d'Arlette, leur marque de whisky français qui a réussi à conquérir les linéaires des cavistes, de la recette au branding, de l'assemblage à la stratégie de distrib. On va explorer toutes les facettes qui font qu'une marque de spiritueux devient incontournable en 2026. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast ou à la chaîne YouTube de Super Potion et laissez bien sûr 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Allez, place à l'épisode, c'est parti. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Super Potion, le talk show qui décrypte l'univers des boissons, bières, vins, spiritueux. Aujourd'hui, un épisode assez cool, j'ai envie de dire, comment conquérir les rayons des cavistes avec une belle marque de spiritueux. Et pour cet épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Tessandier. Salut Jérôme. Bonjour Ludovic, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va toujours. J'ai un nouveau setup de caméra derrière, il y a des petites lumières, etc. Donc je suis assez fan pour développer un peu le podcast. Et toi? C'est top. Derrière, il y a quelques bouteilles qui fait partie finalement de mon univers, de mon quotidien depuis, je dirais formellement depuis 34 ans maintenant. Ok, ah ouais, ça commence à faire, hein. Ah, Ça oui, ne nous rajeunit pas. malheureusement. Top. Écoute, avant de commencer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît, brièvement? Qui es-tu? D'accord. Alors, je vais essayer de faire bref. Donc, je suis Jérôme Tessandier. Je suis de la famille donc Tessandier, qui est producteur de cognac depuis 4 générations. On est d'une famille cognacaise, typiquement, avec tout ce que ma famille a pu traverser, tout ce que nous traversons. Et aujourd'hui encore, nous traversons des choses angoissantes, palpitantes. On passe par toutes les émotions du matin au soir. Hmm, Et puis voilà, donc on est vraiment dans cet univers spiritueux depuis très longtemps, quoi. top. Et comment vous êtes passé du cognac à un portefeuille multi-spiritueux? Ah ça, c'est donc la société, je la dirige avec mon frère. Donc quand on est rentré dans le début des années 90, il y avait une crise du cognac. À l'époque, mon père travaillait pour les quelques grandes marques de cognac et le marché s'est ralenti très fortement. Et nous sommes arrivés avec un œil neuf en se disant, voilà, c'est plus possible de travailler sur un spiritueux, un seul domaine. Nous avons des compétences, on a identifié, que ce soit sur quelque part comment on fait un spiritueux, de la distillation, l'élevage, l'assemblage, etc. Et on est allé vers d'autres horizons, d'autres spiritueux, donc depuis le début des années 90, quoi. Ok. Et quel rôle joue l'héritage cognac, au final, distillation, vieillissement, chai, assemblage, tout ça, dans la crédibilité des autres marques? Ben, ce qu'il faut dire, c'est vrai que le cognac est assez peu connu en France, mais est le spiritueux majeur français, exporté évidemment, on sait à 97%. Et donc, pourquoi ça un spiritueux majeur? C'est qu'il y a des compétences majeures dans la région de Cognac, que ce soit sur qu'est-ce qu'une matière première, qu'est-ce qu'une fermentation, une distillation, des assemblages, l'utilisation des barriques. Et on voit bien que la région de Cognac s'est fédérée autour du produit cognac, mais autour aussi du spiritueux. Il y a des industries de tout. Donc, il y a des tonnelleries, il y a des fabricants d'étiquettes, de cartons, tout ce microcosme du spiritueux s'est établi à Cognac. On parle de la Spirit Valley.
Et c'est pour ça qu'à Cognac, vous n'avez pas seulement du cognac, mais vous avez aussi de la vodka, des Grey Goose, Ciroc, etc. Il y a des rhums, des gins, etc. Donc, on voit bien que autour de ces compétences du spiritueux originellement de cognac, c'est fédéré d'autres fabrications de spiritueux. Ouais, c'est intéressant et c'est sûr que quand on discute avec des gens en salon ou même des prospects qui nous envoient des mails, on sent que dès qu'il y a ce mot cognac qui arrive, que la start-up ou la distillerie ou autre, la société de boisson vient de cognac, tout de suite, il y a un truc, il y a un déclic dans la tête qui se dit ah, ça doit être de la qualité, ah, ils doivent connaître. Enfin, je sais pas si toi ça te le fait, mais tu dois être sûrement biaisé. Mais moi j'ai ce truc-là dans la tête qui pop à chaque fois que quelqu'un parle de cette région en tout cas. Oui, même si on voit et on sait que la réputation sur le marché français du cognac, c'est un produit qui doit être renouvelé, un peu le produit, même pas du père, mais quasiment du grand-père. On sait aussi que autour du cognac, il y a des compétences extrêmement pointues, mais je dirais que c'est même de l'administratif, même au niveau des douanes. Les douanes de cognac font référence dans le monde des spiritueux au niveau douanier. Donc vraiment, tout s'est fédéré. Nous avons un bureau interprofessionnel qui s'appelle le BNIC, qui fait aussi référence auprès du BNIA, c'est-à-dire le bureau de l'Armagnac, mais aussi du Calvados, etc. Donc, on voit bien que beaucoup de choses sont greffées autour de la région de Cognac, parce qu'il y a des grandes entreprises multinationales qui sont basées ici. Et quelle est la taille de la distillerie aujourd'hui en termes de capacité de production, d'équipe? Alors, en fait, nous sommes environ 45 personnes. Donc, notre capacité de production est de l'ordre. Alors, nous, en tant que distillateur, on raisonne en hectolitres d'alcool pur. Donc, je vais essayer de vous le donner dans un chiffre moins barbare. Nous produisons à peu près, donc alors c'est 6000 hectolitres d'alcool pur, entre 12 et 15 millions de litres par an, Ah ouais, ok. sur tout spiritueux confondu. D'accord. Et est-ce que tu as un pourcentage d'un type de spiritueux par rapport à un autre? Bah, disons que le pourcentage cognac est un pourcentage dominant, hein, plus de la moitié, et nous produisons du cognac. Et après, bah, effectivement, le whisky est en train de prendre une place forte, puisque nous sommes maintenant autour de 20-25%, la place du whisky dans notre production, mais avec une croissance extrêmement forte, ce qui est, tout le monde le sait, pas le cas des autres spiritueux, quoi. Donc ça veut dire que tu exportes globalement 50% de ce que tu produis? On exporte à peu près 70% de ce que l'on Ah oui, produit. d'accord, ok. Je dirais même, c'était 85% il y a quelques années, mais on a décidé de faire un effort sur le marché domestique, le marché français, qui fait que notre part export a baissé, en fait. Ok. Et c'était exporté où principalement? Bon, à peu près tous les pays, mais on prend de l'Ouest, donc les États-Unis, toute l'Europe, la Russie, la Chine, ça va jusqu'à Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Ok, à peu près tous les de partout, pays. ouais, ça marche. Bon, et ben, bonne entrée en matière. J'aimerais qu'on parle un petit peu de comment construire une marque de spiritueux de zéro. Donc, parce que créer un bon jus, c'est vraiment c'est une chose, mais créer une marque qui existe dans la tête des gens, c'en est une autre. Arlette, c'est devenu un nom que les cavistes connaissent bien. C'est quoi l'histoire derrière cette marque et pourquoi le whisky français, du coup? Alors, pourquoi le whisky français? D'abord, l'idée, c'était que j'avais fait du whisky en assemblage dans les années 90-2000 et je voulais revenir et venir sur le whisky, mais vraiment en tant que producteur. Donc, faire un whisky avec une origine française, ça c'était très important pour moi, pour ancrer la distillerie Tessandier comme un producteur de spiritueux français. Ok. Ensuite, donc d'abord une marque à la base, enfin pour moi en tant que producteur, c'était déjà être capable de penser un produit, c'est-à-dire une recette, une fabrication du début jusqu'à la fin, une recette, un profil aromatique
Et de ce profil aromatique, de cette recette, on va en déduire ce qui va faire le packaging, le nom de la marque, etc. Donc, on part pour moi, alors c'est très, très lié à notre histoire, qui est une histoire de producteur, de distillateur. Pour moi, on part de la production, de ce qu'on sait faire au mieux par rapport à nos idées, notre vision. Moi, en tant que maître de chez, j'essaye de comprendre avec nos outils qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce que j'aime aussi, parce qu'il faut de l'appétence personnelle dans tout ce que l'on fait. Et ensuite viendra la marque, le packaging, etc. C'est-à-dire que le premier contact qu'a le consommateur avec le produit, qui est la bouteille, le nom de la marque, finalement pour nous c'est le dernier élément sur lequel on a travaillé. Voilà. Sur la marque Arlette, ce qui était intéressant pour nous, c'était que on se sert de compétences internes, que j'ai rappelé sur toute la chaîne de fabrication, mais on fait une forme de reset. C'est-à-dire qu'on dit, on part d'une feuille blanche, et maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on a envie? Et qu'est-ce que le consommateur veut? Qu'est-ce que le marché va vouloir? Et on essaye d'une façon un peu, c'est pas très romantique, mais de cocher un peu les cases pour pas faire d'erreur. En partant du conso voilà. Ou en partant de ce qui vous fait vibrer, vous? En fait, on fait des allers-retours. Parce que parfois, le risque, c'est d'être dans l'entre-soi et de se tromper. Et de dire à un moment donné, mais voilà, lève la tête, qu'est-ce que tu aimes? Parce que moi, après, je vais avoir des goûts, et c'est pas non plus le goût universel. Donc, ne serait-ce qu'en interne, en termes de dégustation, il y a la dégustation, on va dire, d'experts, qu'on va faire avec moi, mon frère et responsable de chez. Puis après, on ouvre des dégustations à des collègues, des commerciaux, etc., pour aussi avoir la vision de consommateurs un peu avertis, pour comprendre est-ce qu'on est quand même sur la bonne voie ou pas. Et puis sur Arlette, je dirais qu'au-delà du travail entre guillemets bien fait, vraiment du bon élève, on a essayé de mettre le plus possible d'affect dedans. J'ai en tête une discussion avec un agent commercial qui a des relations, qui travaille depuis 30 ans avec les cavistes, etc. Et je lui ai demandé justement, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui va faire que le caviste, il va privilégier une marque plutôt qu'une autre? C'est mes questions d'après, mais vas-y. Et il m'a dit, le point principal, c'est l'affect. C'est l'humain. Et donc, en fait, ce qu'on a essayé de faire avec Arlette, c'est de pas fermer le produit autour de l'usine, mais ouvrir l'usine, ouvrir la distillerie, justement, aux consommateurs. Alors, c'est quoi? C'est de l'humain, c'est de l'approche, c'est communiquer, c'est parler de nous avec nos avantages, nos inconvénients, etc. Et de pas être dans le parfait, mais être dans l'humain. Voilà. Incarner, quoi. Incarner. Exactement. C'est ce qu'on demande en 2026, c'est d'incarner sa marque et être authentique. J'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, ouais, on peut faire des erreurs, mais on est qui on est et on l'assume, quoi. Exactement. Et surtout, on fait ce qu'on dit. Enfin, on est dans l'action et c'est ça qui compte. Et donc, ça veut dire que dès le départ, vous avez fait le parti pris d'être une house of brands plutôt qu'une branded house, c'est-à-dire d'avoir le nom de la distillerie, mais décomposé en plein de noms de marques et d'univers différents, plutôt que de faire Tessandier whisky, Tessandier cognac, etc. Enfin, vous avez vraiment eu cette volonté de scinder les marques pour qu'elles vivent chacune de manière autonome? Oui, parce que en fait, on va considérer que Tessandier est une signature. C'est-à-dire que Tessandier, ça va être faites-moi confiance quand vous achetez une marque Tessandier, c'est qu'elle est bien faite, elle est au bon prix et vous ne serez pas déçus. Il y a toujours des gens qui peuvent être déçus, hein, mais globalement, on a cet engagement de signature en disant voilà, faites-nous confiance, c'est nous, c'est Distillerie Tessandier, c'est produits, etc. Après, chaque marque qui correspond à une catégorie de spiritueux a un univers particulier qu'il ne faut pas confondre. Donc, c'est pour ça qu'on va pas faire une marque Tessandier qui va faire, c'est un peu la Martine à la plage, Martine à la forêt, etc. Ça reste toujours Martine.
Donc là, chaque marque va avoir son univers, sa propre culture, approche. On peut en parler ensuite techniquement, ça se justifie. Mais voilà, il faut que chaque marque ait son propre univers. C'est pour ça que chaque marque a son packaging, son nom, etc. Ok. Et comment tu t'es dit qu'il y avait de la place pour un whisky français premium chez les cavistes? Tu sais, dans le monde du spiritueux, c'est un monde qu'on connaît bien, nous, avec le cognac. Hein. Si tu peux avoir une approche positive ou une approche, on va dire, un peu conservatrice. C'est-à-dire, tu peux soit dire, le marché est déjà saturé de tout, ou tu peux dire, moi, je vais essayer d'apporter quelque chose un peu neuf, un peu novateur, un petit plus qui va créer une place. Alors, sur le whisky français, c'est encore plus vrai que sur le cognac, parce que c'est un marché qui est en expansion dans la catégorie, qui n'est pas à maturité. Je pense qu'il va falloir encore, je dirais, 7 à 10 ans pour qu'il y ait une forme de maturité sur le whisky français. Et donc, la place est à prendre maintenant, quoi. Et comment tu as identifié le positionnement juste entre whisky écossais, japonais et les autres whisky français? Je rigole parce qu'en fait, ça a été des discussions en interne et des oppositions en interne très fortes. Et alors, j'ai un truc, moi, hyper basique, c'est que je suis à la fois maître de chez, donc j'ai la casquette maître de chez, j'ai la casquette, on va dire, pilote de projet, donc garant de la profitabilité du projet, etc. Et puis j'ai la casquette du consommateur. Et cette casquette du consommateur, je l'oublie jamais. Et donc, lorsqu'on on aboutit quelque chose, après, moi, je me comporte comme un consommateur. Est-ce que moi, en tant que consommateur, j'achèterai mon produit ou pas? Et donc, ça permet de faire un peu une forme de va-et-vient entre différentes oppositions. Je veux dire, le marketing, qu'est-ce qu'il veut? C'est prouver que par du marketing, il va créer de la valeur. Vous avez le commercial qui dit, moi, je veux tourner chez le caviste, il me faut du prix aussi, parce qu'il faut que le consommateur, il achète, il revienne, etc. Il y a le financier qui veut de la marge. Il y a un producteur qui veut avoir tous les moyens pour produire de la qualité, etc. Donc, pour ça que c'est important d'avoir un pilote. Et nous, le pilote dans le projet spiritueux, c'est moi. Et qui suit, malgré tout, j'ai la casquette, je suis maître de chez. Donc, on est une orientation producteur. Et j'essaye, et ça fait référence à la signature Tessandier, d'être le plus honnête possible en termes de prix consommateur sur lequel on va être sur l'étagère. Parce que je suis aussi un consommateur. Ok, très clair. Et du coup, quel a été le brief ou le positionnement pour Arlette? Alors, en fait, évidemment, honnêtement, on a regardé le marché du whisky français. Et ce qu'on a considéré, c'est que, et je pense que c'est là où notre approche est un peu différente de celle des autres, c'est qu'on n'a pas considéré le marché français comme le marché, mais comme le principal marché. Mais si on veut faire du whisky français une véritable catégorie, il faut être capable d'aller exporter le produit. Et donc, nous, on a fait une démarche parallèle, en même temps, de dire, on va sur le marché français et on va exporter le produit. Alors, disons qu'on a, pendant 6 mois, on a commencé par le marché français pour aller le mettre sur le réseau. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'approche du consommateur français, qui est un peu un miroir déformant, qui est charmé d'avoir un whisky français, tu dis, tiens, c'est français, tant mieux, c'est un whisky, c'est un amateur de whisky, et puis il est content d'avoir un whisky de sa région ou de son pays. Il faut aller, c'est de l'achat curiosité, mais c'est pas de l'achat, on va dire, d'un consommateur classique, quoi. Donc, quand on est à l'étranger, par contre, que ça soit français ou pas, personne nous a attendu pour dire tiens, enfin whisky, la France fait son whisky. Non, pas du tout. Il y a du whisky écossais, japonais, taïwanais, etc. Et là, il a fallu se faire une place. Et là, on est en mode blind test, c'est-à-dire, allez, on te met à côté des autres. Qu'est-ce que tu vaux? Et là,
il faut sortir les rames et puis et à ce moment-là, notre positionnement, ça a été un positionnement de se dire, moi, je veux des consommateurs objectifs par rapport à ma marque. Voilà. Et donc, ça a été un peu, je pense, quelque chose de différent des autres marques et ça a généré notre positionnement prix, par exemple. Parce que on va pas être 20% plus cher en France qu'en Belgique ou en Angleterre. Ça n'a pas de sens. Tenant compte, on va dire, des droits et des taxes, etc. Donc, on a eu ce positionnement-là et qui a fait qu'on ait un positionnement qui a été considéré par le marché, enfin par les cavistes, comme à l'époque plutôt pas cher, voilà, pas très cher. Ok. Et justement, quand tu parles d'export et de vivre aussi aux côtés d'autres whisky étrangers, est-ce qu'il faut forcément cette touche d'élégance à la française que tout le monde recherche dans les briefs créa avant de partir dans un design de bouteille Est-ce que c'est réellement recherché par les consommateurs anglo-saxons ou asiatiques ou peu importe? En fait, il y a deux sujets dedans. C'est comment s'assurer d'appartenir, de rentrer dans l'univers du whisky, qui est un univers déjà établi. Et les principaux, c'est le whisky écossais. Et d'arriver avec son originalité, qui est aussi son origine, c'est-à-dire la France. Donc, lorsque l'on a travaillé ça, on essaye de travailler à un packaging qui va être une forme d'évidence. Attendez, une forme d'évidence sur le produit. C'est-à-dire que l'œil, le packaging doit suggérer une forme de tiens, c'est à la fois chouette, un peu différent, mais que on doit rassurer aussi le consommateur. Oui, ça fait whisky et ça fait produit de qualité. Voilà. Ouais, ça fait whisky et reste dans les codes, quoi. Il faut Mais rester oui, codifié whisky. ouais, tout à fait. J'y crois beaucoup. Ouais. Ouais. Et du coup, on peut voir, pour ceux qui nous suivent en vidéo, à quoi ressemble la bouteille. Quels choix stratégiques ont été faits sur la bouteille, l'étiquette, les codes couleurs, etc. Est-ce que tu veux nous parler de... Alors, le premier choix, donc, on a pris une forme arrondie, plutôt basse, qui était la volonté d'avoir quelque chose assez... la forme arrondie, c'est quelque chose d'assez consensuel, on va dire. Ensuite, plutôt basse, c'est quelque chose un peu pour des single malt, quelque chose qui a de la qualité. Ça évoque une forme un peu statutaire, quoi. D'accord. Ensuite, il y a le matelassage de la bouteille qui rappelle les cuves de fermentation. C'est des cuves double paroi qui sont poinçonnées comme ça, à rifter comme ça. Et ça rappelle à la fois cette cuve de fermentation et à la fois ça rappelle le côté un peu Chesterfield, les canapés, Chesterfield, le côté un peu anglais, le cuir, etc. Donc ça cette double évocation et j'adore ça toujours dans le packaging, arriver à produire quelque chose où il y a une conception avec quelque chose de réel, comme je parle des cuves de fermentation, mais aussi évoquer d'autres choses, d'autres sentiments. Voilà. Ok, ouais, c'est intéressant. Et du coup, c'est un moule à part entière ou c'était un choix dans un catalogue varié? C'est un moule, alors c'est ce qu'on appelle un moule finisseur, c'est-à-dire qu'on a pris un standard et ensuite on a axé notre moule. D'accord, ok. Et du coup, ça commence à se voir de pas mal les étiquettes assez fines, assez longues. Alors, dans le whisky aussi, il y a toujours la fameuse double étiquette superposée l'un sur l'autre, avec le côté un peu signature du maître de chai et puis plein d'informations un petit peu geek, j'ai envie de dire. Là, c'est assez minimaliste. Il me semble qu'on peut distinguer peut-être un alambic en dorure à côté de Single Mac, ouais, c'est ça. Et mais au final, le nom fait foi et il est posé. Moi, c'est marrant parce que vu comme ça, j'y avais pas pensé juste avant, mais vu comme ça me fait penser au Harberg français dans l'idée. C'est peut-être parce que ça commence par art aussi, tu vois, mais au final. Oui, alors c'est la première fois qu'on me le dit et c'est vrai que Harberg, Arlette, il y a quelque chose. L'idée, c'était de mettre vraiment le nom de la marque en avant
pour que les gens, on sait que les gens, il faut qu'ils mémorisent les choses. Moi, le premier en tant que consommateur, je fais pas attention. J'achète quelque chose, par exemple une bouteille de vin, je sais jamais plus quel est le nom du château, etc. Donc, on voulait un mot simple que les gens retiennent. Bon, Arlette, ça fait référence à ma mère, etc. Et les gens, c'est un prénom qui est assez peu commun, qui est pas utilisé aujourd'hui, et les gens retiennent bien. Ensuite, on a voulu être effectivement minimaliste, juste montrer le nom de la marque, pour que les gens retiennent ça. Et après, c'est un signe malt, et on a défini en dessous le nom du produit, parce qu'on a une gamme de produits et qu'on a distingué par des couleurs. Et Ok. effectivement, aujourd'hui, on me dit, ouais, j'ai goûté le Arlette, mais l'étiquette bleue. Hmm. Et voilà, c'est ça l'idée. On retient le nom, on retient la couleur, le code graphique, et puis voilà, des choses très simples que les gens vont pouvoir retenir. Ouais, c'est très intéressant parce que ce que je dis souvent en branding, en packaging, c'est de posséder le naming, la typographie et la couleur. Et déjà, j'ai l'impression qu'on arrive à 70% d'un branding qui peut être costaud, quoi, solide et qui peut rester. Et du coup, pour en revenir au naming, est-ce que ça a été une évidence pour toi, ce nom tu disais qu'il évoque ta maman. Qu'est-ce que. Oui, non, en fait, l'idée, c'est que quand on a préparé le projet, et puis il a fallu travailler le packaging et le nom de la marque. Euh, Au départ, on a eu plusieurs projets de marque. Un qui était lié plus à la distillation, au concept, etc., plus conceptuel. Et la responsable marketing me dit, mais Jérôme, c'est quoi tes souvenirs de whisky? Quels sont? Est-ce que tu as un premier souvenir? Là, c'est là que j'évoquais que ma mère, quand j'étais ado, elle buvait du whisky avec ses copines et que dans la région, c'était un crime de lèse-majesté de boire du whisky quand les hommes buvaient soi-disant du cognac. En fait, ils buvaient plus de pastis que de cognac. Enfin bon, le whisky, c'était vraiment l'ennemi public numéro un. Je parle des années 80. Et donc, mon premier souvenir de whisky, c'était autour de ma mère et de ses copines, quoi. Ma mère qui a du caractère, ma mère qui a travaillé aussi dans la distillerie toute sa vie, etc. Et donc, de ce fait-là, elle me dit, ah ouais, mais c'est hyper fort, quoi. C'est parce que tu es une entreprise familiale, tu as un souvenir avec ta mère, pour toi, le whisky, c'est d'abord ta maman, etc. Je dis, ouais, alors, Arlette, moi, voilà, c'est pas un prénom qui me touchait plus que ça, parce que c'était le prénom de ma mère, que je l'ai toujours entendu. Et ma maman m'a toujours dit qu'elle détestait son prénom, quoi. Je dis, ah non, non, ma mère elle déteste son prénom. Si en plus elle s'est placardée partout, ça va être. Et puis elle m'a dit, bon, tu veux pas aller la voir et tout. Alors je suis quand même allé la voir. Et puis, bon, je dis, maman, tout ça, tu sais qu'on va faire du whisky? Ah ouais, j'adore cette idée, c'est super, je suis contente. Et justement, tu sais, moi, tu sais, alors je lui rappelais qu'avec sa copine, là, elle buvait du whisky, tout ça. Et du coup, on aimerait bien l'appeler Arlette. Elle m'a regardé comme ça, puis elle me dit, bon, si tu veux, quoi. Voilà. Et donc, elle était un peu gênée, mais pas, voilà. Et donc, je dis, OK, ça fonctionne, elle est contente. On a enlevé le E, on a mis une typo assez sympa. Et puis, du coup, ma mère m'a dit, maintenant avec mon prénom sur l'étiquette, j'aime bien mon prénom, quoi. Ah, Donc, voilà, c'est la j'ai finalité de réussi, l'histoire, quoi. on a réussi un truc comme ça, quoi. Ah, c'est génial. Bah, tu vois, en racontant cette histoire, j'ai vachement plus d'affect qu'avant, parce qu'au final, on a rajouté du storytelling qui, en plus, s'avère être vrai. Et il y a une finalité qui est sympa, c'est le côté j'aime pas mon prénom, je finis par l'aimer parce que c'est top. Bravo. J'aimerais qu'on passe sur le côté état des lieux du réseau caviste. Ouais. Avant de parler peut-être un peu plus stratégie, comment toi tu décrirais le réseau caviste en France aujourd'hui? Est-ce qu'il a évolué en termes de nombre, de profils, d'attentes? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Alors, nous, comme on le perçoit évidemment comme un fournisseur, un partenaire des cavistes. Donc, il y a vraiment une distinction entre les chaînes de cavistes et les indépendants. Ce sont
un réseau et qui est vraiment divisé en deux. Où les chaînes de cavistes, en fait, c'est des grosses négos avec les centrales, mais aussi qui ont besoin derrière d'avoir un soutien comme si c'était des cavistes indépendants. Donc, c'est à la fois l'ouverture d'un réseau important et donc d'une diffusion forte du produit, mais c'est un gros travail parce que qui dit négo dit effectivement remise sur les prix, etc., dit des investissements, mais c'est aussi un gros travail parce que derrière, il faut faire le travail comme si c'était des cavistes indépendants. C'est aller les voir, proposer des dégustations, des masterclass, expliquer aussi les produits, etc. Donc ça, c'est le premier truc. Je dirais que l'avantage de ce réseau, c'est outre l'ouverture dans leur magasin, une facilité d'implantation qui n'est pas une obligation très souvent. Hein. C'est-à-dire que les magasins ont accès, n'ont pas l'obligation forcément de prendre le produit. Donc, il faut faire quand même un accompagnement auprès des magasins affiliés. Mais on est dans une stratégie malgré tout, je dirais, de business. C'est-à-dire, c'est le business dans notre métier, c'est la diffusion maximum de nos produits à travers le réseau, et c'est comment faire en sorte que le client vienne, goûte, apprécie et revienne acheter le produit. C'est clair, c'est ce que souhaite le caviste, c'est ce que nous on souhaite, c'est ce que tout le monde souhaite. Je vais classer à travers un mot qui n'est pas très joli, mais c'est du business. On est là-dedans. Donc, c'est beaucoup de chaînes logistiques, de promotion des durées déterminées, etc. Ensuite, vous avez t'as le caviste indépendant. Alors, le caviste indépendant, il est à la fois très prescripteur. C'est quelqu'un qui est très attaché à son fournisseur, la marque, l'histoire, le goût, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup en termes de notoriété, parce qu'il va vouloir aussi avoir une relation, on en reçoit beaucoup, etc. Le côté, la difficulté du caviste indépendant, c'est qu'il essaye toujours d'animer son rayon et donc de changer. Donc, c'est la difficulté avec lui, c'est comment on va créer un lien assez fort pour qu'il nous laisse sur le linéaire, bien que on sait qu'il veut toujours des nouveautés, des nouvelles choses, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé une gamme avec du renouvellement permanent pour l'accompagner dans cette vision qu'il a, lui, de renouvellement permanent, ou du moins sur une partie de son rayon, des produits. Ouais, c'est super intéressant ça. Ça me fait penser aussi aux cavistes bières qui recherchent ça. Enfin, le segment bière geek qui recherche à chaque fois de la nouveauté. Finalement, on retrouve la même chose dans les spiritueux et les cavistes ont envie de proposer une belle marque à chaque fois. Enfin, en tout cas, une belle maison et faire confiance. Mais au final, il y a un peu le même rapport quand on essaye d'entrer dans la GMS où au final, faut être présent sur le terrain. Faut que les commerciaux aillent voir régulièrement les chefs de rayon pour, pareil, avoir cette proximité et rester... Ouais, donc il y a un peu le même système. Et est-ce que tu dirais que c'est mieux d'être chez Nicolas et VNB ou chez un indépendant ? Est-ce qu'en termes de notoriété, on peut pas tester VNB et Nicolas au final parce que la plupart des gens vont là-bas. Ou peut-être que ça a changé, hein, peut-être que je me trompe et que Nicolas n'est plus si prisé que ça. Mais je pense que la majorité des gens, ils font leurs courses à Carrefour et puis après ils vont dans le Nicolas en sortant. Enfin, je sais pas. Est-ce que toi t'as une Moi, vision ? je pense d'abord, chaque société a son projet et ses ambitions. Nous, ce qui était clair, c'est que quand on a développé nos marques, on a mis en place une structure avec des commerciaux qui accompagnent, qui font justement ce lien avec les cavistes, avec les agents, avec les cavistes, etc., qui nous permettent de mailler le territoire avec des dégustations, des masterclass, des visites, des salons, etc. Évidemment, tout ça, ça a un coût. Et on n'a pas une ambition régionale, mais une ambition nationale sur, on va dire, cette partie-là. Et comme je te disais précédemment, ensuite, on exporte aussi.
Donc, travailler avec des cavistes indépendants, c'est un premier pas. C'est le premier pas qu'on va tous faire, mais c'est insuffisant pour avoir une ambition nationale. Donc, on passe par des chaînes. Alors, chaque chaîne va avoir un peu son état d'esprit. On travaille avec les VNB, par exemple, qui sont très dans l'humain, le côté sympa. Alors, il y a un côté générationnel. Il y a par exemple, il y a le tutoiement. Alors, moi, je commence à être un peu vieux, donc certains vous voient un peu, mais malgré tout, il y a quand même un état d'esprit qui est très dans l'humain. Et c'est des gens qui ont des compétences assez pointues, des produits. Après, caviste indépendant, par sa nature, chaque caviste indépendant a un peu aussi son état d'esprit. Ça dépend du gérant du caviste. Il y en a qui sont plus conservateurs, qui vont être, par exemple, sur le whisky, à se dire, moi, les clients qui viennent, ils achètent du whisky écossais. Ben oui, parce que c'est depuis toujours, on achète du whisky écossais. Donc, et on a plus de mal pour certains qui sont un peu plus conservateurs de leur dire, mais non, mais testez des nouveaux whiskies. Alors, effectivement, au départ, il faut faire l'effort de le présenter, de le proposer. Il y a une forme de petit risque d'acheter 6, 12, 18 bouteilles, mais vous verrez, ça marche quand même, quoi. Il y a des cavistes hyper geeks, hyper experts, qui sont parce que leur clientèle est aussi comme ça, hein, c'est souvent comme ça, et qui vont être une nouvelle marque. Si c'est bien, machin, ils adorent, et qui me demandent, t'as pas un cycle de casque avec un degré de folie, un truc particulier, voilà, qui sont toujours en demande de choses hyper pointues, hyper niches. Donc, il faut arriver à manager un petit peu l'ensemble pour avoir quand même une gamme qui va s'insérer dans les différents états d'esprit et modes de vente, quoi. Ouais, on en revient toujours à la même chose, quoi. L'affect, le moment de conso, l'état d'esprit, enfin, ouais, le produit reflète une émotion ou un... Ouais, ok. Et j'aimerais qu'on refasse un petit coup de storytelling et qu'on reparle, si tu étais là, du premier référencement. En gros, comment ça s'est passé concrètement pour Tessandier? Je ne sais pas si c'est toi qui as frappé à la porte de tes premiers cavistes, mais... Alors, écoute, premier caviste, honnêtement, j'ai pas le souvenir. Peut-être que un de mes commerciaux, le premier qui est arrivé chez nous, pourrait me le dire. Parce que nous, on travaillait déjà avec un rhum saison. Donc, on avait un réseau déjà de cavistes grâce à ce rhum. Et honnêtement, quand on est arrivé sur le marché, on a dit au marché, on arrive sur le whisky, vous allez voir, ça va être quelque chose. Et donc, on est arrivé d'abord avec une gamme de 3 produits d'entrée. Okay. Pour avoir déjà s'installer sur le linéaire en tant que marque directe, non pas un produit et puis un autre, etc. On a fait une méga promo. Et pour les commerciaux, c'était les commerciaux et les agents commerciaux, quand ils ont vu ça, ça a été le bonheur pour eux. À tel point que j'avais prévu 30 000 bouteilles sur l'année et que en 3 mois, c'était vendu quand on était en rupture de stock le 8 décembre. Ça a été une catastrophe. Je me suis fait pourrir, engueuler par tout le monde parce que juste avant Noël, on était en rupture de stock, pas de stock de liquide, mais de bouteilles. Et que ça marchait vraiment très très bien. Donc on a fait une entrée vraiment très forte sur le marché avec 30 000 bouteilles en 3 mois, ce qui nous positionnait déjà comme une des marques, on va dire, dans le top, je sais pas, 8 ou 10 des marques de whisky français. On fait une petite pause. Si vous avez besoin de stratégie de marque, d'identité visuelle, d'activation, de packaging design, de visibilité dans la filière boisson ou d'outils IA pour booster votre productivité, je suis votre contact direct. Rendez-vous sur blacksoundsdesign.com/contact. Et si vous souhaitez sponsoriser Super Potion et toucher les pros de la filière boisson, écrivez-moi à contact@superpotion.fr. Allez, on reprend. Et comment t'expliques ça? Parce que si tu me dis qu'au début, t'es venu avec un rhum
et qu'après, tu es venu avec 3 whiskies, on t'attendait peut-être pas forcément sur le terrain des whiskies. C'est ça qui a plu? Enfin, comment t'expliques en gros ce carton Ben, en fait, on a fait un. Alors bon, expliquer les. Euh, en fait, quand on a présenté le produit, que ça soit aux cavistes, aux agents commerciaux ou aux commerciaux, parce que évidemment, les commerciaux ont été impliqués aussi dans la démarche, positionnement et tout. Et on a même certains agents commerciaux qui sont des copains qu'on a impliqués dans notre projet. Ça a été ah ouais, bah ouais, vous avez pensé à tout, quoi. Non, top. Voilà, tout, il y a tout pour qu'on vende ce produit-là. Parce que on a essayé de travailler et aussi de faire d'être le bon élève. Positionnement, la bouteille, la qualité, le prix, la gamme. Et donc, tout ça est arrivé avec aussi, on a fait des fiches produits, des trucs bien travaillés. Le site internet était prêt. La page Instagram était montée. Enfin voilà, tout est arrivé pour que les gens puissent bosser. On parle d'Arlette, là, Les hein? agents, On comment? parle d'Arlette? On parle Ouais, d'Arlette. Ouais. ok. Mais en fait, quand on est arrivé avec Arlette, on est arrivé avec l'expérience du marché français que l'on avait avant, en se disant, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on s'est dit, il faut qu'on soit prêt à 100%. C'est pas 99, c'est 100%. Surtout, sur tous les éléments. Donc, les catalogues, les présentoirs, la page Insta, le site Internet, tout était là, tout était prêt. Promo, les agents commerciaux étaient prévenus en amont, les commerciaux étaient sur les starting blocks et quand on a lâché les chevaux, bah, il y a eu une espèce d'élan comme ça et avec une promo un peu plus forte que ce que les gens attendaient exprès, on l'a fait et ce qui fait que ça a été waouh. Après, qu'est-ce que veulent les gens? Toute la chaîne, c'est avoir une nouvelle marque, un produit qui se vend, qui va marcher, tout le monde est content de ça. Donc, bah voilà, c'était et il y a eu euh, et ça, c'est dans le fil rouge de notre partenariat avec les Cadis, c'est on a pensé à vous. Quand on a travaillé, on a pensé à vous pour vous travaillez à l'aise avec notre produit. Vous allez voir, le client, il va acheter, il va avoir un prix, il va acheter, il va pas être déçu, il va pas dire ouais c'est trop cher pour ce que c'est joli mais c'est pas bon. Voilà. Et ce côté, je retiens le nom de la marque, c'est-à-dire que la personne va revenir, va pas redemander, au fait, c'est quoi le whisky que j'ai acheté la dernière fois? Donc, il va retenir Arlette, etc. Donc, vraiment, le message a été, on a pensé à vous. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu des noms? J'imagine que oui. Honnêtement, c'est très rare. Alors, ça arrive, il y a des zones sur lesquelles ça fonctionne moins bien, parce qu'il y a une régionalisation très forte. La Bretagne, l'Alsace. Donc, il y a une régionalisation très forte. Donc, sur les cavistes indépendants, pas sur les chaînes. Les chaînes, il y a zéro souci pour ça. Mais sur les cavistes indépendants, il y a une forme un peu de restriction. D'accord. Ok. Et le poids de l'histoire de la marque, le storytelling dans la décision, est-ce que tu as expliqué ce naming justement et est-ce que ça a servi? Enfin, à quel point faut arriver avec une histoire convaincante pour faire dire oui à un caviste? Ben, en fait, les choses, alors c'est travaillé, hein, c'est clair. Hein. C'est travaillé. Pourquoi? Mais parce que sur les expériences comme sont les commerciaux, et ensuite on fait un retour d'expérience, etc. Et en fait, c'est la question vient toujours, c'est pourquoi Arlette? C'est sympa, mais pourquoi Arlette? Et bam, et on arrive avec l'histoire. Parce qu'en fait, il faut présenter le produit. On le vend, mais en fait, on le présente. Et on présente le produit. Et si la personne a envie, elle l'achète. Il faut pas dire, tiens, prends ça, tu achètes-le. S'il te plaît, achète-le. Non. On présente le produit. Ça te plaît, tu l'achètes. Voilà. Et ce whisky, c'est Arlette. C'est quoi? Tu veux savoir pourquoi? Je t'explique pourquoi. Ça te plaît, tu achètes. C'est toujours ce mouvement-là qui est important. On n'impose pas les choses, parce que de toute façon, on n'y arrivera pas. Ou alors, on n'est pas un grand groupe à dire, je sors le chéquier et puis voilà. Donc,
on propose, on suggère, ça te plaît, tu prends. Voilà. Ok. Et quand tu dis on présente la marque, est-ce que tu peux nous donner un petit peu la méthodo ou le tuto de présentation de la marque? Est-ce que tu parles comme ça vaguement du nom sans qu'il ait forcément la bouteille sous les yeux? Est-ce que tu arrives avec la bouteille, avec le petit verre, avec tout déjà brandé? Comment ça se passe pour de vrai? Alors, en fait, ce dont je m'aperçois, parce que c'est intéressant ta question, c'est que chaque commercial a aussi sa nature propre. Et donc, il va le présenter différemment. Il y a des commerciaux qui sont très à l'aise sur tout ce qui est technicité. Et donc, ils vont plutôt mettre en avant, c'est un whisky distillé en alambic traditionnel, double passe, vieilli, type de fût, etc. Ils vont mettre en avant la technicité du produit, donc la qualité de produit, tiens, goûte, etc. D'autres, qui sont moins à l'aise sur la technicité, vont mettre en avant le caractère, c'est une distillerie familiale basée à Cognac depuis 140 ans et qui est distributeur. Tu as du direct distillerie, tiens, regarde. Moi, je m'y connais pas, mais je suis sûr que toi, tu sais déguster les whiskies, tiens, goûte. Hein, voilà. Et en fait, chaque commercial, par rapport, et c'est très bien, tout me va, moi. Tant que ça marche. Ouais. Mais c'est vrai, et je comprends une fois de plus, il faut pas trop forcer sa nature. Chaque commercial, le commerciaux de notre équipe sont des super commerciaux qui sont très impliqués, très maison en fait, mais avec leur nature propre. Et avec leur nature propre, ils arrivent finalement à approcher différemment. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Et au final, ça, vous le brainstormez dans une salle de réunion avec, bon, bah, toi, Ouais. t'es plus comme ça, donc tu vas l'approcher plus comme ça. C'est quand même prévu en amont, ça. Ben, en fait, on fait des réunions commerciales. Dans la semaine prochaine, on en a une où on fait des retours d'expérience. Et ça permet ensuite, avec moi, la responsable France, le responsable marketing, de remettre quand même, reclasser les éléments, des retours d'expérience, dire, ah, tiens, toi, tu as parlé de ça, tiens, lui, il a parlé de ça au lieu de ça, tiens, on a eu ça comme retour, par exemple, de la concurrence, qu'est-ce qu'on peut dire et tout. Et ça permet pour les commerciaux de renettoyer un peu leur cerveau, leur argumentaire. Mais voilà, chacun reste quand même avec sa nature propre. Mais, Ok. mais oui, on fait beaucoup de retours d'expérience. Et pour moi, c'est hyper enrichissant. J'ai besoin d'eux. Ça me nourrit pour imaginer les projets suivants. Mais du coup, moi, ce que je retiens, c'est la puissance d'un naming convaincant, fort, impactant. Parce que j'ai l'impression que c'est le truc qui ressort le plus quand tu présentes cette marque, le pourquoi Arlette, etc. Plus que pourquoi ce packaging design, pourquoi cette typo, pourquoi cet effet sur la bouteille. Est-ce que toi, tu ressens que le naming, c'est un des piliers d'une marque qui réussit? Je crois que oui. Je ne vais pas faire le grand expert en marketing, mais je pense que oui. Dans ma longue expérience, j'avais d'autres marques de cognac avec des noms un peu improbables, des noms trop longs, en fait. Et je me rappelle j'étais dans un pays d'Europe de l'Est et puis il y avait un serveur, donc il y avait notre cognac qui était présenté. La marque s'appelait Campanière. Bon, moi, ça me paraissait très simple comme nom. Et en fait, pour l'étranger, c'était très compliqué à dire. Et il m'expliquait en fait que le produit, il était très bon. Quand les gens le goûtaient, ils l'aimaient, il n'y avait pas de problème, mais il le présentait jamais parce qu'il retenait pas le nom. Ça m'a paru comme une évidence, mais un truc auquel j'avais vraiment pas pensé, c'est que la personne, le serveur, ne va jamais proposer mon cognac, même si on lui a dit, il a goûté, c'est très bon, mais simplement parce qu'il retient pas le nom. C'est quand même incroyable, Ouais, ça. c'est fou. Et donc, le naming, effectivement, c'est le début de tout ça, de toute cette histoire. La qualité du packaging, la bouteille, je dirais que c'est une entrée en matière, ça ouvre l'esprit, ça suggère. C'est très important. Mais si on axe la communication sur la qualité du packaging, pour moi, on a tout faux. On sera forcément déceptif à un moment donné. Ok, ouais, c'est vachement intéressant.
Et je vais peut-être poser une question bête, mais est-ce qu'un caviste goûte systématiquement avant de référencer? Je dirais sur les whisky Arlette, sur la gamme Arlette, il en a goûté forcément. La plupart goûtent tout. Hein, ceux qui goûteront pas tout auront goûté au moins un ou deux produits de la gamme, quoi. Ok. Voilà. Mais en général, les cavistes goûtent les produits. Ouais. Ok. Ils s'intéressent à la qualité des produits. C'est normal, c'est un peu leur réputation qui est mise en avant vis-à-vis de leur clientèle, quoi. Ouais, c'est sûr. Et autant on parlait de la puissance du naming, autant j'aimerais qu'on passe un petit peu sur le pan packaging, justement, packaging en rayon. Quand ton produit il est en concurrence avec 200 autres références sur l'étagère d'un caviste, pour toi, c'est quoi qui fait vraiment la différence? Alors, d'abord, ce qu'il faut arriver, c'est avoir une gamme pour avoir un facing assez important. D'où l'idée d'avoir 5-6 produits et d'en avoir au moins 3 sur linéaire. Parce que déjà, le fait d'en avoir 3 sur linéaire, ça positionne le produit, on ne peut pas le rater. Donc ça, c'est premièrement. Ensuite, effectivement, la qualité du packaging, le côté purement graphique, esthétique, va jouer. Et après, c'est la lisibilité. C'est-à-dire que la personne, elle passe, et il faut se dire qu'elle passe rapidement et à distance. Et à un moment donné, elle va s'approcher, elle va prendre la bouteille, etc. Donc, c'est qu'est-ce que l'on met, comment on nous visualise à distance. Donc, ce côté matelassage, des étiquettes avec des codes graphiques, le nom assez en évidence, inspire confiance, on voit le pack, etc. Et ensuite, on prend la bouteille en main et on comprend un peu mieux l'esprit matelassé. On voit il y a le texte sur le côté, sur notre étiquette. Il y a qui explique le produit. Donc, c'est vraiment en différentes étapes qu'on aborde la chose, quoi. Ok. Et est-ce que tu as déjà revu un packaging spécifiquement pour mieux performer chez un caviste? Non, parce que c'était à peu près enfin, Arlette a été étudié pour les cavistes, hein, pour être dans des boutiques de produits, pas de niche, mais des produits voilà, de qualité. Donc, c'est pas un produit, entre guillemets, purement tape à l'œil, un produit de GMS où la personne va être avec son caddie, va regarder comme ça, et puis il faut vraiment aller bastonner un flash, avoir des couleurs très flashy pour attirer le regard, etc. Non, on est sur quelque chose qui est plus subtil parce que malgré tout, un client chez un caviste va prendre plus son temps pour acheter, pour sélectionner son produit. Ok. Mais là, tu parles d'Arlette, mais vous avez aussi le Cognac Park, Saison Rhum, Mister Gaston C'est ça. Gin, etc. Du- D'une manière générale, les produits parc saison en particulier sont vraiment packagés pour que les gens, parce que sur l'étiquette, il y a plein de messages sur comment le produit est fabriqué, qu'est-ce que voilà. Et c'est par petites touches, par du graphisme. Quand on met des barriques sur une saison, on dessine les chais, eh ben c'est des chais de vieillissement du rhum. Ça veut dire qu'on fait vieillir nos rhums de chez nous, dans nos fûts de chêne français, etc. Donc à chaque fois derrière le graphisme, il y a toujours un message qui est donné, qui est transmis, qui est capté ou pas, mais il y a toujours quelque chose comme ça. Et ça a plus vocation à être des produits de caviste où la personne va s'arrêter un peu, va regarder, voilà. Ok. Et t'as jamais eu un caviste qui t'a fait un retour direct en te disant ce packaging il fonctionne pas trop, il vaudrait mieux revoir ci ou ça? Si, par exemple, sur saison, on a eu le cas, alors pas sur Arlette, sur saison, on a eu le cas, il trouvait que l'étiquette saison originale était, voilà, cette étiquette-là, individuellement sortie d'un linéaire était très bien. Positionnée sur un linéaire, elle s'effaçait un peu parce que autour d'elle, justement, il y avait des étiquettes beaucoup plus teintées, colorées, fournies, etc.
Donc, on a revu l'étiquette. Ouais. Ok. C'est intéressant que tu dis ça parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours le même retour sur les bouteilles qui ont une étiquette blanche. Que ce soit dans les frigos, derrière les back bars ou autres. J'ai l'impression que le blanc, pourtant ça peut sembler lumineux, etc. Mais j'ai l'impression que ça ressort moins par rapport à la concurrence, quoi. C'est un retour que j'ai souvent. Oui, c'est vrai. Et pourtant, bon, sur Parc, on est sur un fond blanc. Hmm. Bon, on l'a coloré un peu plus, mais le fond blanc, je trouve ça très chic, très naturel. C'est le côté épuré de quelque chose. Donc, c'est la communication qu'on met sur des produits pas trafiqués, des produits voilà transparents, tout ça. Donc, ça évoque beaucoup de choses positives pour moi. Mais je suis d'accord, d'un point de vue purement visuel, ça a tendance à faire rentrer le produit sur linéaire et l'effacer, quoi. Ouais, c'est assez étrange. Et après, niveau format, quelle est l'importance du format de la bouteille euh, au-delà de sa forme? Est-ce que est-ce qu'il faut arriver chez un caviste avec un format spécifique qui va mieux performer Non, après, je pense pas que ça soit vraiment lié au caviste lui-même. Si ce n'est encore une fois, c'est le fait que la personne va chercher des produits de qualité, etc. Donc, le fait qu'on ait une bouteille taille basse sur le single malt et taille haute sur le blended, le blended, c'est plus un produit de bar, finalement, un produit de rhum coca, de rhum tonique, voilà. Alors que le single malt, la bouteille base, va évoquer plus le côté un peu statutaire, c'est-à-dire qu'un produit de qualité qu'on va boire couteau pur, etc. Ouais. Et moi, j'ai aussi la version d'autres marques qui, en GMS, existent moins aujourd'hui parce qu'elles ont fait le choix de bouteilles plus petites. Alors, ça peut être plus petit, ça peut être mignon, etc. Mais par contre, sur le linéaire, face aux grandes bouteilles qui vont en hauteur jusqu'en haut, et ben on se retrouve avec 50% de la hauteur qui est invisible. Donc, on est obligé de trouver des astuces, faire de la PLV pour rajouter des supports, pour arriver à avoir la hauteur du rayon, parce que le rayon, c'est pas juste la largeur, quoi. Il y a aussi la hauteur à travailler. Et est-ce que toi, tu vois une tendance à agrandir, enfin, à les rendre plus hautes, les bouteilles? Est-ce que... Alors, il y a eu cette mode, c'était il y a 25 ans quand Grey Goose sorti avec cette bouteille Saveur Glace, cette bouteille haute et qui était vraiment aussi parfois critiquée parce qu'elle était tellement haute que certains linéaires, la bouteille rentrait pas, ils étaient obligés Ouais. de les mettre sur voilà et ou certains bars et tout. Ça a été la bouteille qui a fait référence après parce que du fait de son succès aussi. Mais là aussi, je crois qu'il y a une approche très différente sur un packaging, mais c'est un peu aussi derrière ta question, de cavistes et de GMS. GMS, ils ont leur code à eux, qui n'est pas le code caviste. Et, euh, et parfois, ce que nous, on perçoit comme les Anglais disent eye-catching, c'est vraiment accrocheur, finalement ne fonctionne pas sur un linéaire GMS, alors que ça peut fonctionner effectivement sur une étagère de caviste. Mais et derrière le bar, c'est pareil. Hmm. Derrière le bar, donc la luminosité est complètement différente. Donc certaines couleurs s'effacent complètement et d'autres non. Et donc l'approche est une fois plus est complètement différente. Par exemple, sur le back bar, l'étiquette blanche fonctionne pas mal parce que justement, elle reste avec les spots, elles se mettent bien en avant. Par contre, en linéaire GMS, voilà, un peu oublié quoi. Et ça t'arrive du coup de travailler une bouteille juste pour le back bar, enfin la même recette, le même produit, et pour les linéaires? Oui, parce que en fait, et là, c'est des choix qu'il faut faire avec, c'est de se dire quel est où est-ce que je destine en priorité mon produit. Je prends un exemple, le parc Cognac Parc VS, marché américain, 90% c'est le bar.
c'est la mixologie, c'est les cocktails, etc. Donc, il faut que la bouteille on puisse la prendre facilement par la main. Il la retourne comme ça. Il faut qu'elle soit légère. Une étiquette, même si les bartenders se défendent de tout aspect, on va dire, comme marketing, ils ont horreur de ça, mais en fait, ils tombent dedans complètement. Il faut que la bouteille soit visible derrière pour que quand il prend la bouteille à la main, si la personne ne voit pas qu'il a pris la bouteille Park, qui fait pas différence entre NC et Park, voilà, on a tout faux. Donc voilà, effectivement, dans notre approche, on va se dire quelle est la priorité. Donc, on va prioriser par rapport à ça. Après, voilà, on peut pas faire un produit par catégorie, par réseau. Donc, on est obligé d'adapter et de faire, voilà, de faire au mieux par rapport à ça. Mais on priorise. Ok. Et concernant l'aspect commercial, la relation commerciale, être référencé, c'est une chose, et rester dans le rayon, c'en est une autre. Comment vous entretenez la relation avec les cavistes sur la durée, en mode de fréquence de visite tu l'as peut-être évoqué tout à l'heure, ils viennent directement à la distillerie pour goûter. Enfin, est-ce que vous avez mis un programme, entre guillemets, en place pour la relation commerciale? Alors, en fait, c'est un ensemble de choses. Ce que j'expliquais, effectivement, c'est les agents commerciaux, les commerciaux invitent les cavistes à venir nous voir, surtout quand on est en période de distillation, et de faire une visite des chais avec moi. On est à la coupe, on sort les cœurs, coupe les têtes, etc. Et on essaie de leur faire vivre un peu une expérience au-delà de la dégustation. Et le fait de rentrer dans l'univers du produit, de sa fabrication, ça permet de rendre plus évident, plus facile la dégustation derrière. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on a donc 5 commerciaux de terrain qui vont voir en direct les cavistes. On a des agents, mais mes commerciaux se déplacent auprès des cavistes et font ça toute la journée. Ensuite, on a évidemment la com Instagram, sur des petites vidéos, des petites choses qui entretiennent l'univers de la marque, qui l'expliquent. Donc, je fais beaucoup avec mon fils parce que c'est ce lien, parce que Léo, mon fils, est aussi ambassadeur de la marque, connaît très bien. Il a travaillé dans la brasserie, dans la distillerie. Il fait des assemblages avec moi. Il participe très souvent. Et donc, il va se projeter. Et il a 27 ans. Il a une bonne tête, meilleure que la mienne maintenant. Il a l'énergie pour tout ça. Et donc, ça passe très bien en plus avec des gens qui sont beaucoup plus proches de son âge que du mien. Et il se projette beaucoup. Donc, ça aide le fait qu'il y ait quelqu'un de la famille qui vienne se projeter. Et Léo a fait, je sais pas combien de masterclass, de visites de terrain. Ensuite, on va rentrer dans l'univers là du business. C'est-à-dire qu'on va faire des promos de printemps et des promos d'automne. Donc, bien, voilà, la promo, c'est toujours un moment phare. Donc, ça incite les gens à retravailler parce qu'on a des promos. Si on faisait pas de promo et que les collègues en font, c'est sûr que ça a tendance à nous faire sortir que nous faire rester sur les nerfs. Ensuite, on anime la gamme avec des nouveautés. Donc, chaque année, jusqu'à l'année dernière, on a sorti une nouveauté. La dernière nouveauté produit, c'était un finishing fût de Pinot qui est devenu un peu notre best-seller après ça. C'est le produit qui se vend le plus aujourd'hui. Et on a sorti un coffret avec 3 20 centilitres, alors 2 coffrets en fait, pour donner la possibilité de découvrir la gamme. Donc, on est très gifting, on va proposer des choses que le caviste va vendre facilement et il se dit, ouais, c'est une fois de plus, on pense à eux, on se dit qu'est-ce qui va leur plaire, qu'est-ce qu'ils vont avoir envie de travailler. Et tu Et mentionnais tout à donc, l'heure... Ouais, excuse-moi, je t'ai pardon. coupé, vas-y. Et donc, le challenge, c'est d'animer la gamme
chaque année pour que les gens se disent ah bah ouais tiens ils ont quelque chose de nouveau, on va comme ça je vais pouvoir encore parler de Arlette. Et puis les gens en plus ça c'est ce qui m'a été rapporté de chez certains cavistes, c'est que comme il y a des différentes qualités mais bien ciblées avec des goûts différents, épicés, plus ronds, etc. Et bien les gens s'amusent aussi à revenir acheter ils ont aimé la première qualité qu'ils ont achetée et du coup ils vont goûter la deuxième. Pour caviste c'est génial hein. Donc, voilà, c'est notre façon de travailler. Et tu mentionnais Instagram, les réseaux sociaux. Est-ce que dans la vraie vie, un caviste regarde des reels ou des shorts ou à quel point ça sert la marque, en tout cas pour cette niche-là? Alors, on a des appels qui sont, c'est pas non plus 10 par jour, mais on a des appels hein, de gens, de cavistes qui disent tiens, j'ai vu ça sur Instagram, vous pouvez m'envoyer une brochure, un truc. Donc ça, c'est pas ça qui fait le gros du truc. Je crois que le sentiment que j'ai, hein, mais peut-être que un responsable marketing verrait les choses autrement. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que la communication sur Instagram permet de montrer l'univers de la marque et l'esprit de la marque. C'est ce qui m'a été rapporté. On m'a dit ah ben j'aime bien, c'est sympa. C'est sympa. Puis elle me dit ah, c'est sympa de te voir avec ton fils. Parce qu'on a fait aussi sur l'humour, on a fait des choses comme ça. Quand j'ai fait déguiser Léo avec un kilt écossais comme première petite vidéo, il jouait le candide avec l'expert, jouait l'humour, la dérision, et parce que on a envie de déconner aussi un peu. Voilà, on a envie d'être un peu joyeux. Il faut transmettre. Et c'est ça, c'est un peu cet esprit de la marque. Alors dire, est-ce que ça déclenche directement des ventes? Assez peu. Et je pense que ça conforte les gens qui travaillent avec nous dans ce que l'on est, qui on est, quoi. Ok. Alors je dis ça parce que pour avoir interviewé pas mal de distributeurs aussi, je me rendais compte qu'il n'allait jamais sur les Insta des marques qui distribuaient, que pour lui c'était vraiment, enfin pour lui, pour eux, c'était vraiment qu'il y en ait un ou qu'il n'y en ait pas, en termes de réseaux sociaux, c'était pas son problème pour aller pousser une marque, quoi. C'est pour ça que je posais la question. Et par exemple, aux États-Unis, s'il n'y a pas de followers sur un compte Instagram, c'est qu'on n'existe pas. Ah bah oui, bah ça, on est Voilà. aux States, quoi. Et puis Voilà. les followers sont à 90% achetés, en tous les cas, c'est... Après, voilà, il y a ça. Mais en fait, pour certains, alors à l'étranger aussi, parce que nous, on a des retours de l'étranger, c'est de montrer que la marque existe, que qu'on est là, que qu'on pousse de notre côté. Vous savez, quand on a quelqu'un qui est à 2000 kilomètres de la France et qui a la marque Arlette dans les mains, ben il veut aussi voir que nous, on se démêle, que nous, on fait des choses. Voilà, il n'est pas le seul à porter la marque de son côté, quoi. Et justement, en termes de cavistes au Royaume-Uni, Belgique ou Japon, enfin, est-ce qu'ils traitent la marque de la même manière? Est-ce que vous allez proposer les mêmes choses? Comment vous fidélisez? Euh, En fait, la difficulté des pays d'Europe qui sont des consommateurs très classiques de whisky, bon, je prends l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre. Euh, la difficulté, c'est que eux, tant que la catégorie n'est pas vraiment implantée, reconnue, ce ne sont pas des gens qui vont s'ouvrir naturellement. Donc, il faut leur parler un langage à travers. Alors, par exemple, le whisky Mizunara, Nishi en fût du japonais, ça va leur parler. Parce qu'ils savent que c'est rare et qu'un whisky, quel qu'il soit, français ou pas, mais qu'il utilise un fût de chêne japonais, tiens, ça c'est un petit quelque chose. Voilà. Ceux qui connaissent, par exemple, la région avec le Pinot des Charentes, parce que le Pinot des Charentes est assez peu connu à l'export, et certains connaissent. Donc ceux qui sont venus en France, qui ont goûté le Pinot des Charentes, qui a un whisky avec un finishing Pinot des Charentes, ah bah tiens voilà, ça interpelle. Donc ils vont goûter, etc. Et donc c'est par la technique, par le produit lui-même qu'on essaye d'envoyer un message un peu original qui va faire que les gens, whisky français, ils en veulent pas, clairement. Okay. Maintenant, ils en veulent pas, non. Même le Made in Cognac, ça accélère pas un petit peu
Bah, en fait, d'abord, on communique pas directement sur Méline Cognac parce que d'abord c'est interdit et que c'est pas la chose qui va parce que si je l'ai testé moi-même, je fais des salons où je teste un peu les argumentaires et si on commence à dire qu'on est de Cognac, qu'on fait un whisky français, on va dire ben reste à Cognac et fais du Cognac quoi. Donc c'est l'aspect est assez négatif quoi. Parce qu'ils vont nous dire, ouais, tu viens avec ton arrogance de produit machin et tu crois que tu vas me convaincre, moi, amateur de whisky, et que voilà. Donc, il faut faire très attention avec tout ça. Mais par contre, quand on parle de petits alambics à double distillation, des petits alambics en cuivre, on sait que les gros alambics écossais, nous, on a des petits alambics charentais, des choix de fûts différents, qu'on a mis des fûts de sherry, tout, voilà, ces petites choses qui créent une petite curiosité et qui font que les gens, voilà, viennent. Après, il faut faire le travail de marque et se faire connaître, créer une clientèle et puis voilà, après des petits cailloux, hein, mais Ouais, c'est long. ouais, c'est sûr. Et comment tu gères un caviste qui voudrait déréférencer un produit? Alors, en fait, ça nous est pas arrivé aujourd'hui qu'un caviste dise, je le vends pas, reprends la marchandise. Ce qui peut arriver, c'est qu'il a pris 3-4 produits et que finalement, il en met plus que un ou deux. Ou alors, ce qui arrive aussi, c'est le côté la rançon un peu du succès. Cette année, par exemple, dans beaucoup de magasins, on avait les coffrets 3 bouteilles et ils ont été en rupture de stock, beaucoup mi-décembre, mais ils n'ont pas voulu recommander pour vendre les autres coffrets qu'ils avaient. Ok. Voilà. Donc c'est des choses comme ça. Après, bah, dès qu'ils ont vendu, ils rachètent et puis voilà. Donc il faut quelque part, il faut aussi. C'est comme une route. C'est comme le ski. Il faut pas regarder la petite bosse qui est devant soi. Faut regarder un peu loin devant et se dire ok, c'est des petits soubresauts et il faut travailler. Faut pas l'ignorer, mais voilà, faut pas en faire un cas trop important. Ok. Et en termes de logistique, parce qu'on oublie souvent, on parle de branding, de packaging, etc. La logistique, elle peut vraiment tuer aussi un référencement. Donc, comment vous gérez ça chez Tessandier? Il y a un minimum de commandes, des délais de livraison, de gestion des stocks. Enfin, il y a des points de Alors, friction, tout ça? ça a été parce qu'en fait, avant d'avoir lancé la Arlette, on avait mis en place c'est pas une structure indépendante juridiquement, mais on appelle ça la distribution Tessandier. Donc, il y a des gens qui sont dédiés à un réseau de distribution. Alors, il y a les commerciaux, il y a les ADV, donc il y a 5 commerciaux, il y a 2 ADV, il y a un préparateur de commande. Donc ça, et il y a des logisticiens qui font le départ de marchandises. Donc, ça, c'est ce qui va nous permettre, à partir du moment où on a les produits, de livrer à J+1. Donc, à J+1, on reçoit une commande, le jour d'après, on livre. Donc, le client est livré à J+2, +3, +4. En fonction est-ce qu'il y a un week-end ou pas. Donc ça, c'est là aussi, quand on avait travaillé avec des distributeurs avant, et on a compris tous les grains de sable qu'il fallait éliminer. Et la logistique, c'est un point clé, parce que ça énerve tout le monde si on livre pas, etc. Donc ça, c'était vraiment le premier point. Nous, on livre à J+1. Ensuite, on fait du picking. C'est-à-dire que si tu veux une bouteille, tu as une bouteille. Bon. Il se trouve que on a un Franco qui est assez bas. Et ce qui fait que avec la gamme de produits que l'on a, les cavistes, parce qu'on a des marques, puis on a quelques producteurs avec nous aussi, et ce qui fait que ils atteignent le Franco rapidement. C'est important pour eux. Pourquoi le Franco? C'est que ça leur permet d'avoir un prix stable et donc leur marge est stable. Donc ils se posent pas la question est-ce que j'ai payé du transport, pas de transport, etc. Donc un Franco qui est largement atteint dans 90% des cas, 95% des cas. J+1 et avec possibilité de picking. Voilà. Ok. Donc, après, la partie en amont qui est la production. Donc, on fait des productions. Là, par exemple, on a passé 3 mois à produire
à peu près toutes les références jusqu'à septembre-octobre. Donc, nous, tout est prêt jusqu'à septembre-octobre. Et au mois de mai-juin, on va reproduire pour toute la fin de l'année. Et après, on fait à la commande, en fonction des commandes export, etc. Mais le gros est produit à 80%, est toujours prêt à disposition dans nos chaînes. Et du coup, est-ce que tu passes par un grossiste ou est-ce que tu livres en direct? Non, alors, on livre, on fait les deux. On livre en direct les cavistes, les bars, les restaurants. On travaille aussi également avec des grossistes et on travaille avec des chaînes. Voilà. Donc, on a toute la palette de distribution. Ok. On approche doucement de la fin. J'aimerais bien que tu me donnes un petit peu les erreurs à ne pas commettre. Si je suis un jeune distillateur, une jeune distillatrice, distillerie, et qui écouterait ce podcast et qui veut se lancer chez les cavistes demain, c'est quoi vraiment les erreurs classiques que tu vois encore trop souvent? Alors, je vais être un peu sévère. Je vois trop de produits qui sont pas d'assez bonne qualité, qui sont pas assez bien faits. Excès de bois parfois, pas assez de vieillissement dans des grosses barriques, mais du coup, il y a pas l'oxydation nécessaire. Donc, il faut des produits qui, pour moi, sont trop secs, distillés en colonne sur plateau, mais derrière, avec du chêne français, c'est-à-dire qu'on amène de la côté sec à une eau de vie sèche, etc. Après, des choses qui, conceptuellement, en termes de mode de fabrication, pour moi, ne sont pas assez travaillées, pas assez étudiées en amont. Est-ce que ça, c'est vraiment un frein pour le consommateur final qui est moins aguerri que toi ou... C'est un frein. Moi, j'ai goûté des choses assez récemment de gens qui faisaient de la bière et ils sont passés au whisky. Et ça, c'est un univers différent. C'est pas parce qu'on sait faire de la bière qu'on sait faire du whisky, etc. Et inversement, bien entendu. Et des choses ce que je comprends, c'est que quand on fait un whisky, c'est aussi quand on fait une bière artisanale, il y a toujours un peu le côté émerveillement du voisin, du collègue, du village, de la zone proche, parce qu'on est toujours content. Il y a toujours ce charme de la production hyper locale. Et souvent, ce charme est un miroir déformant et qui induit en erreur les producteurs. Donc, premièrement, sur des projets qui sont qualitativement, qui sont pas assez aboutis. Deuxièmement, il faut de l'argent. C'est con, hein, mais il faut des moyens pour ça. Parce que le whisky, c'est des achats un alambic, c'est des achats de barriques et c'est du temps. Il faut que le produit vieillisse dans le temps et il faut conserver le produit. Il faut financer son stock. Ensuite, donc ça, c'est la partie vraiment production. Parfois aussi, j'ai senti une forme de désinvolture par rapport au packaging, à la marque, etc. C'est-à-dire qu'en se disant, ce qui compte, c'est la qualité du produit. Les gens prendront, etc. Oui, c'est arrivé pour des anciennes marques, etc., dans des contextes particuliers. Aujourd'hui, on l'a évoqué tout à l'heure, le packaging, ce qui est marqué sur l'étiquette, le choix de la bouteille est primordial. C'est le premier contact avec un consommateur. Si on foire sa première approche, si on va draguer avec une femme et puis quand on a une phrase catastrophique, ça plombe tout et il y a pas de relation derrière. Et donc, souvent, le packaging, l'étiquette est, je trouve moi, parfois un peu délaissé et c'est vraiment dommage parce que ça ouvre pas l'aspect visuel, ça ouvre l'esprit à la dégustation. Il faut bien le comprendre, quoi. Et c'est comme une bouteille de vin, etc. Donc, préparer son projet technique, des financements, le marketing, et ensuite vient, c'est comment on va l'amener chez le caviste. Ouais, c'est ça. Donc, le projet de distribution. Donc, là aussi, certains qui sont dans l'ultra local, ils vont livrer eux-mêmes le caviste d'à côté.
Mais après, comment on va livrer celui qui est à 500 km? C'est une autre démarche. Ça n'a rien à voir. On est dans la distribution, dans l'accompagnement de la bouteille, donc, soit la personne a sa camionnette. Il y en a qui font ça ici, pas le whisky, je connais pas, mais sur le Pinot des Charentes, dans notre région, il y en a qui ont une camionnette et qui livrent de Bordeaux à La Rochelle, en passant par Angoulême, et ils font un gros chiffre, mais ils sont sur la route et toute la journée, voilà. Et donc, j'ai senti certains qui se sont épuisés à faire ça. C'est-à-dire qu'ils ont une démarche très proactive, puis au bout d'un moment, ils s'épuisent parce qu'ils sont sur la route tout le temps et que c'est pas leur métier et qu'ils sont pas à la maison. Donc voilà, projet de distribution, ça s'étudie avec le prix de revient de la bouteille. Parce que souvent, les gens ont une idée, mais le consommateur, il n'est pas là pour payer les défauts d'organisation de la distribution ou voilà, le consommateur, il va comparer avec un autre produit, son rapport qualité-prix et c'est tout. Donc, c'était aux professionnels de faire la démarche en amont pour savoir à quel prix il doit être sur le linéaire par rapport à son produit et quelle est la marge qu'il doit avoir et quels sont les frais de distribution, les frais, voilà. Et souvent, c'est compliqué d'avoir une démarche globale. Beaucoup. Alors, c'est pour ça que certains on voit que le marché, malgré tout, se concentre sur les gros. Les petits arrivent, mais ils restent pas ou ils restent petits, etc. Et pourquoi? Parce que tout ça, c'est une démarche globale. Et si on n'a pas la démarche globale, on va s'épuiser et comme beaucoup sur la bière craft vont s'épuiser et ne tiendront pas, quoi. Ok. Bon, c'était en tout cas très complet. Pardon, ça me paraît un peu dur comme message. Mais il faut être dur. Je pense que c'est important de le dire parce que il faut se préparer. Le whisky français, on est tous dans la même barque. C'est-à-dire que celui qui va vendre une bouteille de whisky français à New York porte l'image de whisky français à New York. Donc, on est tous co-responsables de ça. C'est important. Et puis, j'ai envie de dire, dans n'importe quelle typologie de produit, boisson, quoi, que ce soit bière, vin, spiritueux, moi, j'ai trop de prospects qui appellent en pensant que ça va être simple. Enfin, ou ils ont peut-être un peu la science infuse, ou peut-être qu'ils ont le côté je sors d'école de commerce, je sais comment faire un produit, ça va marcher. Il y a un peu ce côté je sais tout qui est vite taclé par la vraie vie après. Donc c'est sûr que moi, 80% des appels ou des mails que je reçois, je leur dis en fait non, ça va pas marcher. Et du coup, j'aime pas avoir ce rôle de décevoir une personne, mais c'est juste la réalité. On est beaucoup, tout le monde fait de la très bonne qualité. Pourquoi toi plutôt qu'un autre? T'es tout seul, t'as même pas de commerciaux. Enfin, donc en fait, je pense que c'est pas dur ce que tu dis. Il faut le dire. Je pense qu'il faut le dire, ouais, tout à fait. Donc ouais. En tout cas, c'était une vraie masterclass. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de te recevoir et de parler de tout ça parce que j'en ai appris pas mal sur les cavistes, etc. Donc c'est top. J'espère que tous ceux qui nous écoutent sauront apprécier à sa juste valeur cet épisode. Pour te retrouver, on peut retrouver la distillerie Tessandier sur distillerie-tessandier.com et sur LinkedIn, je suppose, ou sur peut-être d'autres canaux. Oui, sur Instagram, sur LinkedIn. On fait du vrac en bag-in-box. Donc, on a une vrac, Tessandier vrac ou vrac Tessandier sur Instagram. Okay. Et puis, voilà, la communication, il y a sur Internet, on nous trouve facilement. Top. Ouais, le vrac, un autre sujet passionnant qu'on aurait pu évoquer, mais bon, au bout d'un moment, on a une vie aussi. C'est top, parfait. Bon, et écoute, à très bientôt. Merci d'être passé dans l'émission et bonne journée à toi. Je te souhaite une bonne journée. Salut. Salut.